3 janvier, matin du 3 janvier. Comme d'habitude, je ne sais pas comment commencer ma phrase. Il n'y a pas de ciel ou le ciel est caché, bouché. C'est vraiment très curieux. Le nombre de jours sans ciel bleu, sans aperçu du ciel. Oh, en général, il y a bien un moment où ça se découvre, pas toujours jusqu'au bleu. En général, ces derniers temps, pas jusqu'au bleu. Le dernier jour de bleu était le 1er janvier, quadrillé dès matin, d'une façon particulièrement intense. Et aujourd'hui, c'est un jour blanc, brouillard, sinon épais, du moins qui fait disparaître toute chose dans les lointains, et même bien avant les lointains. Mais il est vrai que je suis dans un endroit où il y a de la vue, où le regard peut porter loin, du moins d'un côté. Un blanc sans lumière, un blanc sombre. Oui, je vous l'ai déjà faite celle-là. Parce qu'il fait sombre. Il faut tout le temps allumer la lumière à l'intérieur. Non, là non, elle n'est pas allumée. Douce pénombre de 3 janvier. Mais c'est l'hiver. Non, non. Ce ciel, ordinairement surnaturel, non naturel. Au-delà du naturel, c'est-à-dire artificiel. Ce ciel plein de brouillard. Brouillard ? Oui, c'est de la condensation d'eau techniquement, mais qu'est-ce qui fait condenser l'eau comme ça ? Et le froid, ce froid, cet agréable froid, c'est assez glacial. Tout est gelé. Eh ben, c'est bien, il y aura peut-être moins de chenilles énormes et dodues dans le fusain cette année. Dans la terre, un peu partout. Volées d'oiseaux, toutes petites. Tout semble atténué quand la lumière est aussi fade, aussi sale. Pourtant, ne vous y trompez pas, j'ai toujours aimé le brouillard. J'ai des souvenirs de brouillard totalement émerveillés. Vacances de Toussaint, dans cette maison en Bourgogne. Ah, c'était encore le siècle d'avant. Je m'y croyais encore. Les années 80. Non pas que j'ai aimé les années 80, mais les années 80 avec petit effet de retard, dans cette maison pourtant abîmée de travaux de modernisation, enfin améliorée à l'extérieur, avec cette belle arche de la maison Mâconnaise, qui n'existait pas auparavant, arche en pierre, et à l'intérieur une salle de bain poussée comme une verrue, au milieu de cette belle pièce, avec ses carrelages au sol. Vous savez, ces motifs de carreau-ciment dont l'ensemble dessinait un tapis sur toute la pièce. Cette pièce que petite je trouvais immense, avec sa salle à manger années 40 en bois massif, ou plaquage peut-être, de 2 bois très très rectangulaires, avec ce jaguar de céramique vert bronze, posé sur la table ou sur un buffet adjacent. Je trouvais cette pièce fantastique. Nous n'y demeurions pas. Si, dans l'angle il y avait un lit avec un cosy corner où je dormais avec ma mère, tandis que mon frère et mon père dormaient dans la pièce à côté. Non, mes parents ne dormaient pas ensemble. Faut dire qu'ils dormaient ensemble tout le reste du temps. Mais nous n'investissions pas cette pièce, nous n'y mangions pas. Nous mangions dans la cuisine, avec Mémé, qui elle avait son lit dans la cuisine. Et ben au chaud, là où il y avait la cuisinière. Ça c'était quand j'étais vraiment toute petite. J'ai si peu de souvenirs de ce moment, quand Mémé était encore là-bas dans sa maison. C'était la vie des années 50, 60. Ces grands bols de faïence. Vous savez, le blanc avec les fleurs imprimées en bordeaux. Et puis ces bols bleu-vert de faïence avec le filet doré.
Et aussi ces coupes de verre moulées avec le motif diamant. Vous savez, il y avait toute la série, les saladiers, les petits saladiers et les coupes. J'en ai vu ailleurs. Leur couleur était fascinante. Mémé en avait 2, je crois. Ou y en avait-il un service entier? En tout cas, je me souviens de 2 couleurs. Un vert bouteille profond et une couleur ambrée, je crois. Quand j'ai revu ces objets dans des brocantes ou chez des gens qui les avaient gardés, j'ai pu éprouver leur beauté par rapport à mon souvenir. Oui, ce sont de plus beaux objets que les choses ordinaires que l'on trouve maintenant. Pourtant, c'est du verre. Et c'est du verre moulé. Mais cette couleur avait des profondeurs de bleu. Le vert, non, ce n'était pas une couleur changeante, mais c'est comme si elle avait une profondeur où vibraient plusieurs couleurs à la fois. Mon œil, vous savez cet œil qui passe d'un point à l'autre quand il regarde une image ou la réalité, mon œil revenait sans arrêt à ce petit bol bleu-vert foncé. Pas vraiment bleu-vert, d'un vert froid et très profond. Une couleur magnifique. Une couleur où il n'y avait rien de terne ou de convenu comme un verre-bouteille un peu sali. Non, c'était une couleur si pure. Et c'est un peu comme avec les vitraux, voyez-vous. Quand c'est une matière transparente telle que le verre qui est coloré, alors c'est un peu de la lumière que nous contemplons en contemplant cet objet, ce vitrail. Oui, théoriquement, la couleur, c'est toujours de la lumière réfléchie. Oui, je sais, la théorie. Mais là, il est question d'une impression visuelle qui devient une impression de l'âme. Puisque près de 50 ans plus tard, je peux me souvenir de ce ravissement de poser mes yeux sur la couleur d'un petit bol de cuisine. De cuisine non, une petite coupelle de service. Mémé nous servait le flan, ce qu'elle appelait un flan, une crème renversée miroir, une crème aux œufs, une crème au caramel. C'est comme les bêtes, les blettes, les cardes et les poirées, ça porte plusieurs noms. C'était une de ses spécialités, que nous lui réclamions toujours. Un flan au caramel. Petite coupe et petite portion, que nous dégustions non pas avec avidité, mais avec délectation, avec lenteur, avec respect, avec dévotion. Dessert paysan de ferme s'il en est, du lait, des œufs, du sucre bien sûr. C'était l'époque du sucre blanc. L'odeur du caramel, cette odeur qui était restée de sucre brûlé, un peu âcre et si prometteuse. Ce caramel bien noir, oui, il faut le faire suffisamment brûler parce que les œufs et le lait vont rendre de l'eau qui feront une espèce de sirop de caramel dans lequel baigne le flan une fois renversé. Elle le faisait dans un moule de Pyrex, vous savez, ces moules cylindriques. Mais quand elle le démoulait, le bas du flan s'évasait légèrement et le haut était comme un miroir bruni. C'était vraiment délicieux. J'en sens encore l'odeur, la texture, le goût. Petite bouchée, vous savez, petite bouchée du bout de la cuillère avec un peu de flan et un peu de jus de caramel. Toute la famille se régale en silence. Et Mémé est satisfaite, bien sûr. Ah, c'était pas un personnage très facile. Leur vie non plus à ces gens n'avait pas été très facile. Oui, la guerre, tout ça, mais aussi des histoires familiales parfois un peu malpropres, hélas. Mais quand je parle de parfum et d'odeur, c'est l'odeur de cette pièce qui me revient. Cette pièce où nous ne mangions pas, à cette table qui me paraissait géante, à laquelle nous ne nous asseyions pas. Peut-être m'y asseyais-je,
pour dessiner ou faire mes devoirs de vacances, je ne me souviens pas. Peut-être qu'à l'époque, je n'en faisais pas encore. Non, pas là. Nous n'y mangions pas. Cette pièce était, comment pourrait-on dire, consacrée aux souvenirs ? Un espace réservé, un de ces espaces sacrés que l'on n'investit pas pour les tâches profanes. Ah oui, il y a un détail aussi qui me revient, c'est que du temps de ma grand-mère, la galerie, le petit balcon, garni d'un garde-corps de petits barreaux métalliques, cet endroit-là qui faisait communiquer les deux parties de la maison, à savoir cette pièce à la grande table et sa chambre derrière donnant sur la rue, et la cuisine avec une chambre derrière, le tout disposé parallèlement, mais entre elles un grand mur qui, ces deux parties de pièces ne communiquaient pas, et la partie cuisine et chambre était légèrement en retrait, ce qui faisait entre les deux pièces une sorte d'espace carré où arrivait le haut de l'escalier d'ailleurs, et les deux portes étaient donc en L. Et bien dans cet espace-là, cette sorte de palier était protégé par une verrière. Une petite verrière carrée où ma grand-mère cultivait des cactus. Des machins pointus et hérissés qui me terrifiaient. On aurait dit que ces trucs étaient toujours poussiéreux, toujours en train de crever. Bizarre, non ? Des cactus partout. Je n'avais pas repensé à ça, tiens. Ces cactus. Ni vraiment à la pièce avant l'ignoble salle de bain. Avant l'ignoble salle de bain, la lumière circulait bien dans la pièce à la grande table des années 40. Parce qu'il y avait une grande fenêtre et de l'autre côté, une porte-fenêtre ouvrant sur la galerie, le balcon. Donc dans un plan orthogonal, sur 90 degrés, on avait une fenêtre et une autre fenêtre. Donc forcément, ça circulait bien. Alors le mur de la salle de bain en carreau de plâtre ignoble, là, a été monté au ras de cette porte-fenêtre qui s'ouvrait toujours. Mais la lumière n'y circulait plus. L'énergie de la pièce en a été contrariée. Il est peut-être temps que je me verse mon thé. Aujourd'hui, oui, c'est un thé. Mais il était très chaud. Il l'est toujours. Un thé vert délicieux, en petites écailles plates. Un thé vert qui m'a été offert. Ah, vous m'en avez offert du thé. Et j'en ai reçu des paquets, et puis j'ai perdu le goût du thé momentanément. Je me suis remise au café. Et en ce moment, j'alterne. Un bon thé. Alors la question peut-être c'est, trouverais-je quelque chose d'intéressant à dire chaque matin ? 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, et ainsi de suite. Mais le ainsi de suite pose question à plus d'un titre, pas uniquement dans le renouvellement des thèmes et du traitement des sujets de l'édito de Prune. Tout change sans changer. Des changements invisibles. Invisibles parce que trop progressifs. Ou aussi parfois trop soudains, mais inévitables à contrer. Alors on se réétalonne. On se réajuste, on fait soi-même sa mise à jour. Quant à ceux qui ne la font pas, qui refusent de trouver normales les choses qu'ils n'ont jamais trouvées normales, qu'elles soient autour d'eux, dans d'autres pays, ou simplement à l'état d'idée, quant à tout cela dont je suis, le décalage avec les énergies de ce plan devient tellement fort. La tension devient tellement intolérable entre notre positionnement et celui qu'il faudrait avoir pour continuer à pouvoir évoluer dans ce monde, enfin évoluer, à s'y mouvoir. La tension devient tellement extrême que cela se ressent dans notre corps ou notre esprit.
nos pensées, nos dissonances, notre humeur parfois. C'est inévitable. C'est exactement ce qui s'est toujours passé et que nous avons appris à voir peu à peu. La façon dont les gens autour de nous niaient les choses qu'ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas la force de changer. Oh, mais c'est pas si grave. Non, pas vraiment. Un peu comme ce ciel. Oh, mais c'est l'hiver. Non, c'est pas l'hiver. Et le 1er janvier, tous ces quadrillages, c'était l'hiver aussi. Des avions d'hiver. Un épandage saisonnier. Une façon de fêter la nouvelle année, peut-être? Non, bien sûr. Ce déni du c'est pas si grave, tout le monde le fait, enfin, tout ce relativisme moral, relativisme tout court, nous a bien préparés à tout accepter. Dès qu'il y a un changement qui est bien relayé par toutes sortes de médias. Ah, mais si ce ne sont pas des médias dominants, ce seront des médias dits alternatifs. Mais ça revient au même. Quelqu'un pense à ta place. Quelqu'un insidieusement, avec sa chronique tellement pleine d'humour, mais bien énervée, bourrée d'émotionnel, te fait insensiblement et inconsciemment adhérer à ces réactions émotionnelles. Parce que bien sûr, tu as les mêmes et elles sont légitimes. Mais il t'oriente. Il te fait te sentir solidaire de sa colère, de son indignation. Et en glissant très légèrement de ses analyses, de ses conclusions. Or, ces personnages-là, même s'ils ne sont pas vraiment aux ordres, ils sont conditionnés à devoir accepter une certaine série de choses. Mais oui, sinon ils perdent leur place. Il y a des choses, tu l'as bien vu ces dernières années, si tu les dis, tu perdras ta place dans la famille ou dans le cercle des amis. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Non, là, tu vas trop loin. Terrain glissant, les camps, là, ce que tu es en train de nous dire, Claude, terrain glissant, là, attention, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que ces choses-là n'ont pas existé, qu'il ne s'est pas passé ce qu'il y a dans tous les livres, terrain glissant, terrain glissant. Ça, c'était du vécu. Ah bah, vous comprendrez ou ne comprendrez pas de quoi je parle, mais c'était mon ami qui essaie d'expliquer à l'un de ses plus chers et plus anciens amis à quoi il était arrivé, à quelle découverte, dès qu'on creuse un peu. Mais non. Alors la relation s'est distendue avec ce cher ami, si gentil, mais incapable de faire le pas suivant, et le pas suivant. Quelqu'un qui s'adapte en disant que bien sûr le système est pourri, mais quand même, et parce qu'il est instituteur. Non mais pour les enfants. Alors il freine des 4 fers, il fait pas ce qu'on lui dit de faire, il refuse les inspections, mais il est toujours dans le système, donc à un moment ou à un autre, il devra soit en sortir, soit faire le compromis suivant, qu'il s'applique à pré-relativiser. Oh, je le fais pour les enfants parce que sinon, c'est vrai. Comme un gardien de camp. Non, mais si c'est pas moi, ce sera quelqu'un de plus méchant. Je reste pour les prisonniers. On ne peut pas justifier nos compromissions. C'est impossible. Nous savons, à chaque fois que nous faisons des choses qui sont contre l'intérêt de notre âme, nous le savons. Mais nous le faisons quand même parce que nous n'avons pas la force de nous opposer à tout, ou parce que quelquefois la tentation est trop grande. Et bien de la tentation matérielle. La tentation matérielle, parfois tout simplement de garder sa place dans cette société, c'est-à-dire de pouvoir encore payer son loyer ou s'acheter les choses dont on a envie, qui sont pourtant de plus en plus axées sur le nécessaire. Nous avons peur qu'on nous prenne tout. C'est une peur légitime. Nous avons peur d'être rejetés par les gens que nous aimons. C'est une peur émotionnelle légitime. Mais si nous n'avons pas appris à la dépasser, nous sommes mûrs pour nous compromettre définitivement. Alors dans cette période-là, beaucoup d'entre nous ont perdu le contact ou l'amitié de beaucoup de gens, ont perdu l'estime de leur famille ou d'une grande partie de leur famille pour leur position. Oui,
Ceux qui n'avaient pas commencé le travail de réveil avant. Parce qu'à chaque fois que nous nous réveillons et que nous prenons position pour la vérité, au lieu du mensonge qui est construit partout autour de nous, à chaque fois que nous déconstruisons un peu le mensonge, nous impliquons quelqu'un avec nous. Mais oui, parce que nous révélons aux autres qu'ils continuent à vivre dans un mensonge, qu'ils continuent à justifier les agissements des traîtres et des criminels. D'une manière ou d'une autre, ça va revenir à ça. Qu'ils légitiment, qu'ils relativisent tous ces positionnements moraux douteux. Nos proches ne le supportent pas. Et ils nous renvoient la chose. Oui, mais si toi, tu crois ça, et si toi, t'accuses les gens, et si toi, tu veux vivre comme ça, et si... Oui, toi, tu veux nous. Non, non. C'est pas moi qui fais le mal dans cette société. C'est pas moi qui envoie les jeunes hommes à la guerre. C'est pas moi qui complote contre les uns et les autres. C'est pas moi qui signe des autorisations pour des produits toxiques. Constamment. Non. Bah non. Oui, mais t'aurais pu, si. Ouais, mais comment ça se fait alors que j'ai jamais pu m'intégrer dans ce monde? Parce que j'étais pas prête non plus à faire tout un certain nombre de choses pourtant évidentes et basiques. Peut-être pas qu'au départ je sois meilleure qu'une autre, mais que j'en ai été protégée. Il y avait trop de choses qui me posaient un gros problème. Comme par exemple ce jour où ma copine et moi, ma copine, elle me dit il cherche des gens chez Lina's Sandwich. Vous avez peut-être connu ça. Je crois que c'était à Paris, peut-être ailleurs aussi. Les sandwichs anglais. Sandwich pain de mie en triangle. Des trucs plutôt bonne qualité. Quel âge avais-je? Pas encore 20 ans. Et je cherchais des petits boulots comme ça, entre 18-19 ans. Ouais, j'étais pas super précoce pour les petits boulots. Hein. J'ai jamais réussi. Même au moment où tout le monde allait chez McDo, tout ça, ils n'ont pas voulu de moi. Tant mieux, tant mieux. À bosser chez McDo, ouais, quelques heures en tant qu'étudiant. Bah, c'est toujours aussi une expérience intéressante. Bah, je vous rappelle que c'était les années 80. Moi, j'étais très très loin de me réveiller encore. J'avais rien compris au monde. Mais j'avais compris que c'était pas ça que je voulais, bien sûr. Sauf que si, j'aurais voulu pouvoir me prouver que je pouvais travailler, faire quelque chose d'un peu dur, m'intégrer en somme. En tout cas, je vais chez Lina, à côté de chez moi. Vraiment, c'était à quelques dizaines de mètres de la rue où j'habitais, la toute petite rue d'Argout, à l'angle de la rue du Louvre et de la rue Étienne Marcel. Un immeuble comme un îlot, avec une façade sur la rue du Louvre, une façade sur la rue Étienne Marcel et une façade sur la rue d'Argout. Que de souvenirs en cet endroit aussi. Et donc je remonte la rue Étienne Marcel vers la place des Victoires, un quartier qui commence à être un peu chic. Et il y a cette petite échoppe de sandwich. C'était une chaîne. Et je crois que le même jour, mon amie Julie faisait son tour d'essai dans une autre boutique. Parce qu'ils ouvraient des boutiques. Alors, je me présente, et puis je travaille avec la fille, là. Elle me met en cuisine. Il faut donc trancher des pains. Non, les pains sont tranchés ou on les passe à la trancheuse. Et on trie les tranches. Et les tranches, celles qui ont des trous, on les jette. On les met de côté. Après, elle me montre les sandwichs à faire. Alors, il y a ceux au cresson, il y a ceux au saumon. Et ceux au saumon, de la même manière, les tranches qui sont roses, ça va, mais les tranches où il y a du brun, vous savez, du côté de l'échine, là. Bon, alors, il n'y a pas d'arête, hein, ça a été désossé, tout ça. Hein. Mais les tranches où il y a du brun, on les enlève, on les retire. Le croirez-vous? Toutes ces tranches de pain, parfois un tiers du pain, et tous ces morceaux de saumon brun partaient à la poubelle. Une grande poubelle à mes pieds. Une de ces grandes poubelles noires dans un grand sac. C'est là, entre autres, il y a eu d'autres moments avant, il y a eu d'autres moments après, mais c'est là, entre autres, que j'ai compris que je ne pourrais jamais m'adapter à ce monde. J'étais censée faire quelques heures d'essai et ma copine, au bout d'une heure ou deux, c'était un essai. Donc ils l'ont renvoyé de 2 heures, 3 heures, pour le service, je sais pas trop quoi. Et moi, ils m'ont gardé vachement longtemps. Mais c'était pas payé. Ils m'ont fait faire une petite journée de travail pas payée. Et moi, j'étais là, j'avais repéré le sac où il y avait le pain.
Mais après, on mettait le saumon. Et après, on mettait d'autres trucs qui étaient vraiment plus de la poubelle. Et je me suis dit, il faut que j'aille un peu plus loin. En descendant la rue Étienne Marcel, on arrivait vers le quartier Saint-Eustache. Et je savais qu'il y avait une soupe populaire, ou plutôt catholique, la soupe Saint-Eustache. Je me suis dit, il faut que j'aille leur dire que là, il y a un énorme sac poubelle, dont l'intérieur est propre, relativement, où il y a du pain et du saumon. Ouais, il faudrait trier ça. Mais c'est pas tellement des poubelles, c'est que de l'alimentaire. Et puis, au fur et à mesure de la journée, j'ai vu que je pourrais pas faire ça, que ça allait se mélanger avec autre chose, que je sais pas, j'avais plus le cran. J'étais écœurée, Vous savez, quand on entre en dissonance, on perd sa force. C'est le principe du test musculaire, du test kinésiologique. J'ai perdu ma force, là, et je me suis vraiment fait exploiter toute la journée. Et la fille qui bossait là, elle me trouvait pas assez efficace, pas assez ceci, pas assez cela. Non, j'étais trop décalée. Je pouvais pas faire semblant dans ce monde. Pourtant, je faisais exactement ce qu'elle me disait. Je faisais les sandwichs, je les tranchais, je les présentais, je nettoyais, enfin... Mais elle sentait bien. C'est au-delà de ce que je peux faire ou dire. Elle sentait bien. Tout ce qui émanait de moi, cette horreur que j'ai ressentie quand j'ai compris que nous allions jeter un tiers de la nourriture à la poubelle. Et on ne parle pas de ce qui n'aura pas été fini par les clients ou bien sûr ce qui ne peut pas être gardé pour le lendemain ou le surlendemain. Non, ce monde est le fruit du péché. Pour ceux qui ne comprennent pas la notion de péché, eh bien c'est le fait de jeter de la nourriture et de ne rien dire. De n'y pas voir de mal. Et de regarder de haut une jeune fille inadaptée à ce monde d'avidité, avec ses yeux horrifiés, qui jette tranche de pain après tranche de pain dans une poubelle en plastique. Le péché, c'est la compromission dont je parlais plus haut. Oui, je dis plus haut, un peu comme si c'était dans un texte. On dit plus haut. Même quand c'est le bas de la page précédente, on dira plus haut. C'est une convention. Quand on se compromet pour garder un avantage, quand on ferme les yeux sur une injustice ou sur quelque chose qui moralement est indéfendable, et nous le savons, mais que nous disons j'y peux rien. C'est pas moi le PDG, c'est pas moi qui fixe les règles de l'économie mondiale, etc. Peut-être pas. Mais pour garder notre place dans cette société, nous devons nous compromettre. Nous devons participer à cette destruction des nations, destruction morale, destruction de la nature, destruction des valeurs, destruction. C'est ça le péché, faire le mal en connaissance de cause. Nous savons que ce n'est pas juste, mais nous n'avons pas la force de nous opposer à ce mal. Pas pour le changer, non, nous opposer, c'est-à-dire tout simplement nous positionner moralement et oser dire des choses que les autres désapprouveront, parce que ça veut dire que nous les jugeons. Et il ne faut pas juger, c'est mal. Mais le jugement, pas le jugement de valeur, tu es une mauvaise personne parce que tu fais ça. Non, le jugement est un attribut intellectuel, pouvoir juger d'une chose selon des critères, sinon moraux en premier lieu, du moins déjà intellectuels. Mais c'est inéquitable. C'est pas un jugement moral, c'est... Si on achète à bas prix à des gens qui sont dans le besoin, parce qu'ils sont prêts à tout, et que c'est grâce à ça qu'on va asseoir sa richesse ou la richesse de sa société, c'est inéquitable. Bien sûr, le relativisme peut entrer en scène. Non, regarde, parce que si on leur donne trop, après, tu vois, et puis... Mais c'est une forme de prédation pour s'approprier leur travail ou leurs ressources. Nous savons bien que nous allons créer de la richesse pour nous-mêmes sans en créer véritablement pour eux. Nous allons créer pour eux une dépendance à la richesse, comme nous avons, nous, une dépendance au matériel. Mais nous serons toujours au-dessus d'eux, nous édicterons les règles, nous les riches,
nous les commanditaires, nous les donneurs d'ordre. Et celui qui est dans cette posture-là peut arriver à justifier. Mais quand même, on leur apporte la civilisation, c'est nous qui leur donnons du boulot. Non, à long terme, vous détruisez leur culture, vous détruisez leur estime de soi, vous les rendez esclaves du système qui a déjà détruit tout le modèle social dans lequel vous viviez auparavant. Mais comme c'est la loi du malin qui veut toujours plus et qui est prêt à tout justifier, relativisme moral. Mais au fond, les gens qui font ça, quand ce sont des humains, ils ont conscience que ce n'est pas juste. Et au bout de plusieurs années passées à amasser de l'argent, à acheter une belle maison, une fois qu'ils n'ont plus besoin de rien, ils font amende honorable. Ils quittent leur boulot. Ils vendent leur bel appartement à Paris et achètent une maison à la campagne et des poules. Ils se refont une virginité morale. Et vont acheter toutes leurs denrées au marché des producteurs bio. Alors cela, pécheur ou pas pécheur? Repenti? Profondément. Vous en pensez quoi? Moi, je crois que la plupart de mes congénères veulent surtout préserver l'image de soi. J'ai l'impression que chacun veut préserver une image avantageuse de soi. Et dès qu'on commence à se regarder soi-même en face et voir le poids de son propre péché, on devient un miroir pour l'autre. On lui renvoie le poids de son propre péché, même sans dire un seul mot. Quand on voit en soi-même, c'est là où les choses sont les plus dures émotionnellement à voir, eh bien on voit très facilement dans l'autre. Pas besoin de dire qu'on a vu. L'autre le sait. Ou plus exactement, le démon bien assis dans un coin et qui tire les ficelles, l'a vu. Il a vu qu'on l'a vu et qu'il est démasqué. C'est comme ça qu'on perd des amis. Avec le poids du péché. Qu'il s'empresse de vous retourner. Mais c'est pas parce que toi tu te sens coupable ou que tu as fait des saloperies ou que les autres les ont faites aussi. Mais tu peux parler. Tu peux relativiser. Tu peux te raconter que tu es une bonne personne, que tu n'es pas pécheur. Et ce sont des tactiques des religieux pour prendre la main sur toi, pour te culpabiliser. Mais au fond, c'est toi qui te sens coupable. Tu n'es juste pas capable d'accepter que tu es un pécheur. Parce que cette terminologie te dérange, entre autres. Mais la chose aussi te dérange. Que si tu te regardes vraiment en face, tu n'y verras pas une attitude impeccable. Impeccable. C'est-à-dire tout à fait propre. Mais étymologiquement, encore une fois, étymologiquement, impeccable. Ça veut dire exempt de péché. Le péché est une notion complexe. Comprendre le péché n'est pas comprendre un mot ou une définition, ou adhérer à une religion. Le péché n'est pas catholique. Ma grand-mère juive employait ce mot. Il est dans l'Ancien Testament aussi. Le péché est une notion complexe parce qu'elle nous demande de rentrer en nous-mêmes et de voir à chaque instant notre propre péché, ou sinon à chaque instant de mettre en lumière ce qui a pu être de l'ordre du péché en nous. Les petites dissimulations, les intentions malpropres, les justifications face à une injustice à notre avantage bien sûr. Intimement, chacun sait ce que c'est que le péché. Le diable lui-même le sait si bien. C'est pour ça qu'il est bon compagnon du péché. Partout où est le péché, il y a le diable à côté pour dire « mais non, mais c'est pas si grave. Puis, tu étais quand même obligé, hein. Et puis, mais tout le monde le fait. » Et tout ça. Ce sont des discours émanés directement du malin. Que serait le diable sans le péché? Serait-il même seulement le diable? Le tentateur, le trompeur. Mais le péché est une notion complexe, délicate à aborder parce qu'elle plonge directement dans notre monde émotionnel. Alors,
immédiatement, tout s'agite en nous. Non, mais pas moi, non, mais c'est parce que... Et puis les curés, les cathos... Non, 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 non. Il n'est pas question de ça. Il est question de savoir à quel moment nous nous sommes compromis. À quel moment nous avons sali notre âme. À quel moment nous nous souillons. Les insultes, les comportements mesquins, la méchanceté, l'auto-justification, la mauvaise foi. Ça, c'est l'essence du péché. Dès que quelque chose est tordu, dissimulé, malnet, alors nous sommes en présence du péché. Et si nous avons un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle envers nous-mêmes, nous devons reconnaître qu'il n'est jamais très loin. La tentation d'insulter l'autre, non, pas en face, non, de dire un mot dégradant à son propos, parce qu'il a bien mérité. Ah mes connards de voisins, par exemple. Et je me dis, de qui parles-tu? Avec des mots injurieux, de qui parles-tu? Pourtant, et je l'ai dit des milliers de fois, inutile de me faire meilleur que je ne suis, de retenir constamment mes élans et mes pulsions émotionnelles pour paraître meilleur, plus pur, plus sage. Alors comme toujours, on est comme sur un fil. Ne pas faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre et ne pas céder à la facilité du péché. Large est le chemin, large est la voie et plan le chemin qui mène à la perdition. Cette tentation du péché est constante, puisque ce monde en est le fruit. Non, je ne parle pas du péché originel de Adam et Ève qui auraient couché ensemble. Encore une fois, c'est pas ça le péché originel. Non, ce monde est le fruit du péché parce que ce monde est un monde de dissimulation. Parce que dans cette pseudo-troisième dimension, vous le savez, j'en ai déjà parlé avec la mathématique, on ne voit pas simultanément l'intérieur et l'extérieur. Donc on peut retenir nos pensées, émettre un discours tout en pensant le contraire ou un peu autre chose. Et ça s'appelle le mensonge. Mais si le mensonge n'est pas un péché, je ne sais pas ce que c'est. Notre monde est fait de rétention, de mensonges. Notre monde est fruit du péché. Alors me direz-vous, nous sommes excusés d'avance? Non, pas du tout. À chaque instant, il nous faut nous dresser contre le monde quand le monde fait valoir sa nature de péché. Et ça, c'est pas une petite affaire. Quand les hommes vous pointent du doigt, les humains je veux dire, parce que vous exagérez, vous êtes trop radical ou en 2 mots vous les avez percés à jour. Ce ne sont pas les humains qui vous pointent du doigt, mais c'est le péché qui les habite. C'est le malin, bien assis, bien tapi au fond de leur esprit, qui a pris possession des murs et règne en maître. Non, il n'est pas question d'intellect et de bagarre mentale ou idéologique. Il n'est question que de salut ou de perdition. Non, je ne crois pas à la damnation éternelle telle que présentée par la religion catholique. Elle me paraît trop simpliste. Je ne crois pas non plus à ces éternelles réincarnations suivant un cycle infernal. Je crois qu'une possible vérité se situerait dans un espace intermédiaire, les réincarnations étant une forme de purgatoire. Mais je pense que c'est encore plus complexe, ou disons sinon complexe, difficile à aborder pour notre esprit qui fonctionne dans un certain nombre de dimensions, alors que les vérités de l'au-delà, par définition, comportent davantage de dimensions. Nous ne pouvons pas, par conséquent, avoir une perception intuitive de choses qui, par définition, nous dépassent. Et pourtant, nous sommes là, notre âme étriquée dans ce corps, dans cette dimension de plus en plus limitante, dont la vie, jour après jour, sous nos yeux et sans un mot, sans un éclat, se retire et se retire, exhale son dernier soupir
qui n'en finit pas.